Bonjour les troisièmes. Pour notre troisième partie, notre troisième thème de l'année, vous allez voir, c'est un thème qui va demander des petites explications un peu pointues et donc j'utiliserai des vidéos explicatives pour vous apporter les contenus notionnels certaines précisions de cours. Alors, nous sommes ici devant une image dont vous vous souvenez peut-être que j'ai présentée en cinquième, en troisième, en quatrième, que je vous représente pour aborder ce troisième thème. Je vous demanderai régulièrement de mettre sur pause et de répondre aux questions que je pose pendant le temps de la pause. Donc, première question, que vous évoque cette image? Pause. Réponse possible, on voit beaucoup d'animaux, d'insectes, de végétaux. En fait, elle représente la diversité du monde animal et végétal au sein de notre planète. Vous voyez que notre planète est bien mise en avant par une image un peu plus agrandie. Deuxième image, que vous évoque cette image? Pause. J'attends vos réponses. Réponse. Alors, vous avez ici une image qui représente l'évolution des temps géologiques. Vous voyez qu'en bas, nous avons l'ère primaire, la secondaire, la tertiaire, la quaternaire, depuis 540 millions d'années jusqu'à nos jours. Et associé à cette échelle des temps chronologiques, vous avez quelques petites représentations du monde, à la fois maritime et terrestre, qui existaient à certaines époques. Donc, sur cette photo, on met l'accent sur l'évolution des êtres vivants. Troisième question, voici une représentation qu'on a étudiée en cinquième, peut-être en quatrième. Que représente cette image? Pause. Réponse. Alors, nous avons ici la représentation en groupe emboîté de 1, 2, 3, 4, 5 espèces animales en fonction des caractères physiques qui le partagent. Vous voyez par exemple que le chat et l'homme partagent des caractères physiques nombreux puisqu'ils ont une mâchoire inférieure à la seule os, des vertèbres cervicales, cou, doigts, squelette osseux, crâne et vertèbres et mâchoires en commun. Tandis que la sardine et le chat ne présentent que le squelette osseux, crâne et vertèbres et mâchoires en commun. Vous avez ici la même chose représentée différemment, c'est ce qu'on appelle un arbre d'évolution. Et donc on sait que la sardine, le crapaud, pigeon, chat, homme ont eu un ancêtre commun, qui est représenté par ce petit carré jaune, mais qu'au fil du temps, au fil des temps géologiques, cet ancêtre commun a évolué pour donner un ancêtre commun au crapaud, pigeon, chat, homme, qui a donné un ancêtre, il y a eu également un ancêtre commun au pigeon, chat, homme, et enfin le chat et l'homme présentent un ancêtre commun plus récent. C'est pour ça qu'ils ont des caractères physiques plus nombreux partagés. Que représente cette image? Alors, cette image, regardez-la bien. Il y a des données qui sont tout petits, mais ça vous permet d'avoir une représentation globale. Réponse. Vous mettez sur pause. Alors, cette représentation, c'est ce qu'on appelle le buisson de l'évolution. Vous voyez qu'à l'extrémité de toutes les branches de ce buisson, on va retrouver des noms que vous connaissez, les mammifères, les poissons, les crustacés, les araignées, bref, tous les groupes d'espèces connus jusqu'à nos jours. Et vous voyez que toutes ces espèces ont des origines communes qui vont ici se retrouver sur un point central. Et ce point central, c'est ce qu'on appellera l'ancêtre commun à toute la vie. On peut le voir de manière un peu plus agrandie sur la diapo suivante, si elle veut bien apparaître. Donc vous voyez que nous avons l'ancêtre commun à des eucaryotes, c'est-à-dire tous les organismes formés de plusieurs cellules, mais cet ancêtre est commun également aux bactéries et au grand groupe des archéobactéries que nous n'avons jamais étudié. À partir du moment où nous avons eu des animaux pluricellulaires, formés de plusieurs cellules,
Nous avons eu les végétaux, vous connaissez, nous avons eu les champignons, puis les animaux qui se sont diversifiés au fil des temps. Donc, nous allons donc étudier dans notre thème, attention ici c'est le thème numéro 3, l'évolution du vivant, et vous allez noter le titre du thème, le titre du chapitre en rouge. Mettez sur pause le temps de copier sur votre cahier ces titres. Alors, petit rappel de quatrième. Souvenez-vous qu'en quatrième, nous avons vu la reproduction des êtres vivants, animaux et végétaux, et qu'à chaque fois, on partait d'une cellule, on appelait la cellule œuf, qui, au fil du temps, allait nous donner, par multiplication cellulaire, un organisme avec des caractères particuliers. Vous voyez quand même les points communs entre le développement d'un chat ou le développement d'un enfant. Nous partons de cette cellule œuf qui a rassemblé les deux noyaux des deux cellules sexuelles qui en sont à l'origine, l'ovule et le spermatozoïde. Puis cette cellule œuf va se diviser en 2 cellules, 4 cellules, vous savez que ça après c'est 8, 16, 32, jusqu'à obtenir un organisme pluricellulaire. Alors, attardons-nous sur 4 exemples, 4 organismes très différents. La drosophile, c'est le nom d'une petite mouche qui est beaucoup utilisée en sciences, la grenouille, la souris ou le mulot, et le chimpanzé. Je vous remets un document étudié en quatrième. Qu'appelle-t-on le karyotype d'un organisme? Faites-moi une définition d'un karyotype à l'aide de l'image présentée. Pause. Alors, un karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes que nous allons trouver dans une cellule d'un organisme. Exemple, dans cette grenouille, je prends une de ces cellules et je vais voir qu'il y a des chromosomes, et ces chromosomes, je vais les ranger du plus grand au plus petit. Vous voyez qu'ici, il y a 12 paires de chromosomes chez une grenouille. Chaque cellule contient 24 chromosomes. Si je prends l'exemple de la drosophile, attention ici, c'est pas vraiment le karyotype car les chromosomes ne sont pas rangés. Mais je peux les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chromosomes. Il y a 8 paires de chromosomes dans chacune des cellules de la drosophile. Regardez-moi ce chimpanzé et petit exercice, comptez-moi le nombre de chromosomes présents chez ce chimpanzé. Pause. Alors, réponse, si vous avez bien compté, il y a 48 chromosomes chez le chimpanzé, et vous voyez que ces chromosomes ont été rangés du plus grand au plus petit, sauf une paire particulière, la paire de chromosomes sexuels. Et nous avons donc 48 chromosomes ou 24 paires de chromosomes. Si je prends l'exemple de la souris, alors souvent les paires sont numérotées, mais là on n'aperçoit pas les numéros. Je peux compter les paires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 chromosomes, paires de chromosomes, pardon, plus 2 chromosomes. Donc ça fait 20 paires. Donc ça fait 40 chromosomes pour une souris. Donc, à retenir, chaque espèce présente à la surface de la Terre va être caractérisée à l'intérieur de ses cellules par un nombre précis de chromosomes. Toutes les cellules d'une grenouille auront ces 24 chromosomes. Toutes les cellules, chacune des cellules du chimpanzé auront les 48 chromosomes. On dira que le nombre de chromosomes est caractéristique d'une espèce. Qu'en est-il lorsque je considère une seule et même espèce? Non, je reprends. Je considère ici 2 escargots, et vous reconnaissez ici l'escargot de Bourgogne et l'escargot petit gris. Ont-ils ou non le même nombre de chromosomes? Ils n'ont pas exactement les mêmes caractères. On peut s'imaginer que les chromosomes, c'est ce qui va définir les caractères d'une espèce.
Mais ici, ils ont à la fois des caractères très communs, mais pour autant des petites différences. Pour étudier donc précisément le lien entre les chromosomes et les caractères, le scientifique va essayer d'extraire les chromosomes à l'intérieur des cellules. C'est souvent fait dans le monde végétal. Alors c'est assez facile à faire à partir de cellules végétales. Ici vous avez des oignons ou de l'ail qui vont être cultivés de telle manière à ce que les racines se développent. Et vous avez ici au microscope un grossissement assez important, l'extrémité d'une racine, et vous voyez que chaque petit point noir, c'est le noyau d'une cellule. Et nous avons donc des cellules en cours de développement, en cours de multiplication cellulaire. Regardez ici un grossissement des cellules d'une racine d'ail. Attention, à partir de, quand je considère ici une cellule, vous voyez que le noyau peut se présenter sous une forme de masse homogène. Par contre, lorsque la cellule va être en division, je prends l'exemple de la cellule à côté, vous allez avoir des chromosomes qui sont bien différenciés. Il faut savoir que pour faire le karyotype d'une cellule, rappel du 4e, on utilise toujours des cellules en cours de division. Alors, voici ici un grossissement des cellules de l'ail. Donc, on peut dire qu'ici, on a une cellule en cours de division. La division est encore plus aboutie. Nous avons 2 groupements de chromosomes. Et ici, nous avions des chromosomes qui étaient en train de se former. Donc, on récupère les chromosomes d'une cellule, on fait les karyotypes. Alors, je me mélange un petit peu, mais je rappelle que les karyotypes, quand on récupère l'ensemble des chromosomes des cellules, c'est ce qui a été fait en 4e, on obtient une matière blanche filamenteuse qu'on appelle l'ADN. Souvenez-vous du TP qui avait été fait en 4e, je pense. Je vous rappelle également que les chromosomes, pour les modéliser, l'an dernier, nous avions pris des petites, ce qu'on appelle des curpipes. Hein, et ici, vous avez la représentation schématique d'une paire de chromosomes. Donc, tout ça pour nous remémorer notre 4e. Mais aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin en expliquant le lien entre chromosomes, gènes et caractères d'un être vivant. Donc, vous écrivez la question écrite en vert, ici, pause. Une fois la question écrite en vert, vous allez trouver dans Travail à faire l'activité numéro 1, notion de gènes, chromosomes et caractères. Vous prenez connaissance des documents sur lesquels porte l'activité et vous répondez aux questions. À la semaine prochaine!